Salut. Alors, la monnaie, d'où est-ce que ça vient au juste? Qui a le pouvoir de créer de l'argent? On pourrait croire que les réponses sont simples, mais tu vas voir, c'est bien plus surprenant que ça. Et surtout, c'est un sujet absolument incontournable pour le bac de SES. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est quoi la monnaie? Qui la crée vraiment? Et comment on évite que le système ne déraille? Allez, on y va. Bon, pour vraiment piger à quel point la monnaie est vitale, on va faire un truc un peu contre-intuitif. On ne commence pas par la définition du manuel. Non, on va commencer par un cas où tout s'effondre. Parce que bien souvent, c'est quand un système se brise qu'on comprend enfin son véritable rôle. Regarde bien cette photo. C'est assez fou, non? Ça se passe au Venezuela. Ce que tu vois, ce sont des gens qui pèsent des billets au lieu de les compter. Imagine un peu. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que leur monnaie, le bolivar, a perdu tellement, mais tellement de valeur que les chiffres dessus ne veulent plus rien dire. C'est le poids du papier qui compte. C'est ça, l'hyperinflation. Et le graphique à côté le montre sans détour. C'est une explosion des prix. Là, la monnaie ne sert plus à rien, elle redevient juste du papier. Du coup, cet exemple extrême nous pose la question fondamentale, celle qui est vraiment au cœur du chapitre et que tu pourrais retrouver au bac. Pour comprendre comment on peut en arriver là, il faut d'abord se demander à quoi sert la monnaie concrètement. On ne va pas la définir par sa forme, des pièces, des billets, non, mais par ses fonctions. Et ça, c'est la clé pour comprendre tout le reste. Ok, c'est parti. On entre dans le dur du sujet. Pour qu'une chose, n'importe laquelle, soit considérée comme de la monnaie, elle doit absolument remplir 3 fonctions. Pas 2, pas une, 3. C'est vraiment le socle de tout le chapitre, un point essentiel à maîtriser. Alors, ces 3 fonctions, quelles sont-elles? La première, unité de compte. C'est simple, c'est la règle graduée de l'économie. Ça répond à la question combien ça vaut. Sans ça, impossible de comparer la valeur d'une baguette et d'une voiture. Deuxième fonction, intermédiaire des échanges. C'est l'huile dans les rouages. Ça répond à comment je l'achète. Fini le troc compliqué où il faut trouver quelqu'un qui veut bien échanger ses poules contre tes cours de maths. Et enfin, la troisième, réserve de valeur. C'est une sorte de machine à voyager dans le temps pour ton pouvoir d'achat. Ça permet de se dire « Ok, je garde cet argent pour acheter quelque chose plus tard ». Ces 3 piliers, s'il en manque un, tout l'édifice s'écroule. Ce qu'il faut absolument retenir de tout ça, c'est que la monnaie, ce n'est pas juste un truc matériel, un billet ou une pièce. Non, c'est bien plus profond, c'est une institution. En fait, c'est un pacte de confiance collectif. Un billet de 50 € n'a de la valeur que parce que toi, moi, le boulanger, tout le monde est convaincu qu'il sera accepté demain en échange d'un bien ou d'un service. Si cette confiance disparaît, eh bien, ce billet ne vaut plus que le prix du papier. Allez, on passe maintenant à la partie la plus déroutante du chapitre. C'est souvent là que les idées reçues tombent et c'est un point qui fait vraiment la différence dans une copie du bac. Accroche-toi bien. Question simple, en apparence, qui crée la monnaie? Spontanément, on a tous cette image en tête, tu sais, la fameuse planche à billets qui tourne à plein régime dans les sous-sols de la Banque centrale. Mais est-ce que la réalité, c'est vraiment ça? Eh bien, la réponse, c'est non, pas vraiment. Regarde ce chiffre, il est essentiel, 90%. Dans la zone euro, 90% de la monnaie en circulation n'est pas de la monnaie physique, celle que tu peux toucher, les billets et les pièces. Non, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Ce sont juste des lignes de code, des chiffres sur des comptes en banque. Et cette monnaie-là, spoiler, ce n'est pas l'État qui l'a créée. Alors si ce n'est pas l'État, qui? La réponse, la voici et elle est souvent un petit choc. Ce sont les banques commerciales. Oui, la banque au coin de ta rue, celle où tes parents ont peut-être un compte, c'est elle le principal créateur de monnaie. Et tout ce mécanisme incroyable tient en une seule phrase. Cette phrase, il faut la graver dans ta mémoire pour le bac. Les crédits font les dépôts. Ça a l'air un peu technique, mais ça veut dire une chose très simple. Ce n'est pas l'argent des épargnants qui finance les prêts. C'est l'inverse. C'est l'acte de faire un crédit qui crée un nouveau dépôt, et donc de la nouvelle monnaie. On regarde comment ça marche. Voilà, ce schéma montre parfaitement le tour de magie. Imagine, tu demandes un crédit de 100 000 € pour acheter un appart. La banque ne va pas chercher cet argent dans le coffre ou sur le compte d'un autre client, non. D'un simple clic, par un jeu d'écriture, elle ajoute 100 000 € sur ton compte. Et voilà, 100 000 € viennent d'être créés, à partir de rien, ou plutôt, à partir d'une promesse de remboursement. Ok, mais là, tu dois te poser une question logique. Si les banques peuvent créer de l'argent comme ça, juste avec un clavier, qu'est-ce qui les empêche d'en créer à l'infini? Qu'est-ce qui nous protège de la situation du Venezuela qu'on a vue au début? Eh bien, il y a un garde-fou, un chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, c'est la Banque centrale. Pour la zone euro, c'est la Banque centrale européenne, la fameuse BCE.
Son objectif numéro 1, sa mission sacrée, comme le montre ce document, c'est la stabilité des prix. En clair, lutter contre l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, si les prix dérapent, la monnaie perd ses fonctions et la confiance disparaît. C'est le retour à la case départ. Et pour remplir cette mission, comment elle fait? Elle a un outil principal, une sorte de thermostat pour l'économie. Elle fixe les taux d'intérêt directeurs. En gros, c'est le prix auquel les banques commerciales peuvent se financer auprès d'elles. Ce graphique est super parlant. Il montre l'évolution de ce thermostat depuis 1999. Regarde, quand l'économie chauffe un peu trop et que l'inflation menace, hop, la BCE augmente ses taux. Ça rend le crédit plus cher pour tout le monde et donc ça calme le jeu. Et à l'inverse, après la grosse crise de 2008, regarde comme elle a baissé les taux jusqu'à les mettre à zéro. Le but? Rendre le crédit quasi gratuit pour inciter les banques à prêter et donc relancer la machine économique. Et voilà comment ça se propage dans toute l'économie. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de transmission de la politique monétaire. C'est une réaction en chaîne. Étape 1, la BCE appuie sur le bouton et baisse son taux directeur. Du coup, étape 2, les banques commerciales payent leur argent moins cher. Étape 3, logiquement, elles peuvent proposer des crédits plus attractifs, moins chers aux ménages et aux entreprises. Et l'effet final, étape 4, consommer et investir coûte moins cher, donc ça stimule l'activité économique. C'est mécanique. Bon, on a vu pas mal de choses, et des choses complexes. Maintenant, on va faire une pause et synthétiser. On va se faire une petite boîte à outils avec tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le bac. Cette carte mentale, c'est vraiment le résumé à avoir sous les yeux pour réviser. Elle connecte tout ce qu'on vient de dire. D'un côté, la question « à quoi ça sert ?» Les 3 fonctions, notre base. Au milieu, la question « qui l'a créé ?» La réponse surprenante, les banques commerciales via le crédit. Et enfin, qui contrôle? Le chef d'orchestre, la banque centrale, avec son outil, les taux directeurs. Tu vois, tout s'emboîte parfaitement. Alors, attention, s'il y a une erreur à ne surtout pas faire au bac, c'est celle-là. C'est de tomber dans le cliché de la planche à billets. Si tu écris que la monnaie est principalement créée par l'impression de billets, c'est l'erreur classique. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu expliques que l'essentiel de la création monétaire vient des banques commerciales quand elles accordent des crédits. C'est ça qui montre que tu as vraiment compris le mécanisme moderne. Et pour terminer, on va prendre un peu de hauteur. C'est important d'avoir aussi un esprit critique. L'histoire de la monnaie, c'est une histoire d'évolution constante. Alors la question qui se pose aujourd'hui, avec l'arrivée des crypto-monnaies type Bitcoin, c'est est-ce qu'on est en train d'assister au prochain chapitre de cette histoire? On est passé des coquillages, au sel, aux pièces d'or, aux billets, et maintenant au code informatique. La forme change, c'est vrai, mais les principes fondamentaux, eux, ne changent pas. Les 3 fonctions et, par-dessus tout, la confiance. La grande question pour les cryptos, ce n'est donc pas une question de technologie, c'est de savoir si elles pourront un jour remplir correctement ces 3 fonctions et, surtout, gagner la confiance de tout le monde. Maîtriser ces bases qu'on a vues ensemble, ce n'est pas juste pour le bac, c'est se donner les clés pour comprendre le monde économique qui nous entoure. Merci beaucoup et bon courage pour les révisions.